Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Ils sont considérés comme un moteur pour l'économie monégasque. 6 entreprises ont été récompensées hier lors de la 12e édition des trophées du Club de l'Éco Monaco. Nous recevrons l'une des lauréates, Victoria Stevenson, directrice générale de l'Hôtel Columbus, prix Manager de l'année. C'est un animal marin emblématique de la mer Méditerranée, une espèce qui fascine. Le corail rouge dévoile ses mystères aux élèves de la principauté afin de mieux le protéger. Lui est un fervent défenseur de notre planète, témoin de l'évolution des pôles. Le réalisateur oscarisé Luc Jacquet revient au cinéma ce mercredi avec un nouveau film, Voyage au pôle Sud. Il sera notre invité dans ce JT. Et puis nous parlerons basket et de football dans ce journal avec les avant-matchs en Euroleague pour la Roca Team qui reçoit le Panathinaikos demain et l'AS Monaco qui se déplace à Toulouse en championnat. Je vous le disais en titre, les 12e trophées du Club de l'Éco Monaco ont rendu leur verdict. L'événement organisé par le Monaco Economic Board en partenariat avec le groupe Nice Matin a eu lieu lundi soir au Grimaldi Forum. Qui sont les lauréats de cette année 2023? Élément de réponse avec Émilie Terrasson et Lionel Bernardi. Comme chaque année depuis 2012, les trophées du Club Éco de Monaco ont été remis, avec pour objectif de mettre à l'honneur le savoir-faire des entreprises monégasques et leur rayonnement à l'international. Parmi les prix, celui du développement durable a été remis à l'entreprise de nettoyage AzurTech. On a mis en place un certain nombre de choses. Nous avons fait des formations éco-gestes pour nos équipes. Nous avons fait en sorte de favoriser l'économie circulaire avec du matériel réutilisable et réutilisé. Également, nous avons développé le déplacement électrique avec des scooters électriques, des véhicules utilitaires électriques. Et également une certification EcoVadis qui nous permet, donc c'est une certification internationale, qui nous permet d'avoir vraiment des traçabilités, des éléments de traçabilité qui sont importants pour nos clients. Parmi les autres trophées, celui du manager de l'année a été remis à Victoria Stevenson pour l'hôtel Columbus Monte-Carlo, le trophée de l'innovation remis à la société U-Stock, le trophée Made in Monaco pour Shibuya Productions et le trophée international décerné à la société World Express Service. Le principal critère, c'est qu'on réalise des transports internationaux depuis et vers le monde et qu'on est extrêmement présent auprès de toutes les entreprises monégasques que l'on sert au quotidien. Et très fier surtout d'obtenir un prix à Monaco et encore plus d'avoir ce prix à l'international qui pour nous est très très important puisque effectivement notre activité se déroule beaucoup en Europe mais aussi à l'étranger, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie. La soirée s'est terminée avec la remise du prix spécial du jury, remis à Bernard d'Alessandri pour le Yacht Club de Monaco. Et c'est un honneur, c'est une reconnaissance que l'on doit aussi à toute l'équipe qui anime le Yacht Club, qui est nombreuse, à notre président qui est bien sûr nous ouvre la voie et nous dirige dans ces actions-là. C'est aussi la fierté d'appartenir à ce petit groupe de la principauté et de tenir un rôle aussi et d'accompagner l'économie. Le yachting, ça fait partie du tourisme et c'est une industrie à part. Toutes ces entreprises ont pour objectif de poursuivre leur développement dans les prochaines années afin de continuer de faire briller Monaco à l'international. Et son nom a été cité dans ce reportage. Victoria Stevenson a reçu le prix Manager de l'année. Elle est depuis 2018 la directrice générale de l'hôtel Columbus. C'est d'ailleurs la seule femme à être à la tête d'un hôtel dans la principauté de Monaco. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Victoria Stevenson. Bonsoir. Prix Manager de l'année, que représente ce trophée pour vous ? Ce trophée représente une belle récompense pour moi et mes équipes sur le travail qu'on fait depuis 5 ans maintenant, depuis qu'on a repositionné cet hôtel suite à 2 ans de travaux. Et aujourd'hui, recevoir cette récompense est le fruit de ces efforts. Dans votre intervention hier sur scène lors de la remise de prix, vous avez insisté sur l'importance de conserver l'aspect humain dans une entreprise. C'est sur ça que reposent les bons résultats d'un établissement ? Pour moi, oui. Pour mes équipes aussi. Je pense que c'est ce qui est primordial aujourd'hui, avec une génération qui arrive, qui est très demandeur aussi de ce côté-là dans leur quotidien. Mais pour moi, c'est ce qui fait la réussite de n'importe quelle entreprise, que ce soit au niveau des équipes, mais d'autant plus dans le secteur où nous travaillons, l'hôtellerie, où l'humain est au milieu de notre quotidien.
Si on n'aime pas ça, si on ne met pas en avant dans notre quotidien, ça ne fonctionne pas. Oui, selon vous, aujourd'hui, on embauche plus une personne pour son état d'esprit que pour ses compétences? Sans hésiter, c'est ce qu'on prône nous lorsqu'on reçoit des candidats. C'est l'élément clé, la personnalité, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter à l'entreprise en tant que personne et est-ce qu'ils rentrent dans l'état d'esprit Columbus qu'on recherche aujourd'hui. Oui, justement, comment ça se traduit au Columbus? Dans le fun, en premier, on aime faire les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, donc on cherche des personnes qui ont cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, ce prix, j'imagine que vous le partagez aussi donc avec vos équipes. Tout à fait, on va faire une petite célébration tout à l'heure pour fêter ce prix, mais les résultats de cette année et le travail qu'on fait depuis, comme je dis, depuis 5 ans avec ce nouveau produit que nous avons. Un aspect également qui vous tient à cœur, c'est l'aspect environnemental? Tout à fait, c'est notre travail qu'on fait au quotidien. Ça parle à beaucoup d'entre nous dans l'entreprise, je pense parce qu'on a beaucoup d'entre nous avons des enfants et on voit l'avenir pour nos enfants, le monde dans lequel ils vont vivre. Et ça fait partie de notre responsabilité de prendre soin de la planète. Et dans un secteur comme l'hôtellerie où il y a beaucoup de déchets, on doit regarder cet aspect-là aussi. Et concrètement, qu'est-ce que le Columbus fait en ce sens? On a pas mal d'actions en cours. Donc le restaurant qui a été reconnu restaurant engagé sur Monaco. On travaille avec Mr Goodfish aussi. Ça c'est sur la partie restauration, mais au niveau des chambres aussi, on a éliminé tout le plastique. On travaille actuellement avec Vapodil où on va mettre en place cet outil de travail pour nos femmes de chambre qui élimine tous les produits pour le ménage, mais aussi réduit la consommation d'eau dans les chambres. On a commencé une collaboration avec Noliju pour nos uniformes qui sont en tissu recyclé. Et pas mal de nouveautés qui vont arriver sur 2024, mais j'en dirai pas plus pour le moment. La dernière nouveauté au Columbus, c'est que l'établissement a passé une nouvelle étape. Elle est devenue une franchise du groupe Hilton. Qu'est-ce que cela change pour votre établissement? C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une nouvelle partie de l'histoire du Columbus, cette franchise. Ça permet de mettre le Columbus encore plus sur le devant de la scène mondiale de l'hôtellerie. Et pour nous, c'est d'autant plus une récompense que Hilton a voulu collaborer avec nous. Et clairement, c'est une reconnaissance de tout ce qu'on fait depuis des années pour qui nous choisissent aussi comme établissement sur la principauté. Et aujourd'hui, comment définir l'apport du Columbus à l'hôtellerie monégasque? Je pense que c'est le petit bijou qu'on oublie de temps en temps, qui est situé dans un écrin de verdure assez magique, un petit peu loin de tout le glitz and glam, comme on dit en anglais. Mais que quand les clients le découvrent, ils l'apprécient d'autant plus justement par sa discrétion. Un petit bijou qui est donc mis à l'honneur avec ce prix du manager que vous avez reçu, Victoria Stevenson, lors des trophées de l'Eco. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à cette campagne de sensibilisation que mène le Centre scientifique de Monaco depuis la rentrée scolaire, une campagne sur le corail rouge. Tous les élèves de CM2 et de 6e de la Principauté sont concernés. Objectif, les sensibiliser à la protection de cet animal marin emblématique de la mer Méditerranée. Exemple ce soir avec un atelier proposé au Cours Saint-Maur, le reportage de Yannick de Bever et Jean-Alexandre Dordet. Qui pense que c'est un animal? Alors, beaucoup d'entre bon, ben voilà, tout le monde pense que c'est un animal, mais... Intéresser toute une classe de CM2, c'est ce qu'a réussi à faire le Centre scientifique de Monaco ces dernières semaines. En partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, le CSM est intervenu auprès de 13 classes de CM2 pour les sensibiliser à la protection du corail rouge, une espèce animale endémique de la Méditerranée très sensible au changement climatique. À cet âge-là, ils sont très éveillés, ils ne sont pas inhibés comme peuvent l'être des enfants un peu plus âgés. Et donc, ils sont spontanés, ils posent beaucoup de questions, ils sont très curieux. Et ça, c'est absolument fantastique. Beaucoup plus curieux finalement que ce qu'on peut voir au collège, au lycée, voire même à l'université. Aujourd'hui, ce sont donc les élèves du cours Saint-Maur qui ont pu bénéficier de ce cours de sciences avant de recevoir en fin d'intervention un livre intitulé « Le mystère du corail rouge ». Cet ouvrage rentre dans le cadre de la préservation de l'environnement et de l'éco-responsabilité, qui sont des notions qui sont travaillées dans la classe de CM2 et qui sont chères à la Principauté. L'ensemble des 400 élèves de CM2 de la Principauté ont reçu cet ouvrage didactique.
Cette sensibilisation du CSM rentre dans le cadre du programme de recherche développé avec la Maison Chanel sur les coraux précieux. Je pense que ce qu'on essaye de transmettre, c'est la curiosité du monde qui nous entoure. C'est les éveiller à la recherche. La recherche est importante, elle nous entoure, elle vit avec nous. C'est elle qui nous donne les enseignements que l'on a. Et donc c'est important de les éveiller dès cet âge-là, non seulement à ce que c'est que la recherche, et ce que c'est que notre environnement, les espèces qui s'y trouvent. Ce premier partenariat du CSM avec les élèves du premier degré est un si grand succès que l'opération a déjà été reconduite pour l'année scolaire prochaine. Notre prochain invité est un fervent défenseur de l'environnement, un grand témoin de l'évolution des pôles. En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. 30 ans plus tard, le réalisateur oscarisé revient là où tout a commencé pour lui, où il a tourné Voyage au pôle Sud, un documentaire qui sort demain au cinéma. Luc Jacquet nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est une nouvelle invitation en Antarctique que vous proposez dans votre dernier film. Ce documentaire, vous l'avez voulu comme un récit intime de votre aventure d'une région que vous connaissez très bien. Ben oui, évidemment, ça fait 30 ans que je vais en Antarctique. Avec cette addiction qui est commune à finalement tous les gens qui vont là-bas, c'est un peu inexplicable. Moi, j'ai voulu partager avec ce film, j'ai voulu partager ce voyage de la Patagonie au pôle Sud. Ouais, vous dites être attiré comme un aimant, c'est ce qui ressort dans ce film, c'est ce qui vous a donné envie d'y retourner, de contempler à nouveau cette beauté des glaces? Ben, je crois que c'est vraiment ce mystère agissant des terres polaires. Tout le monde, tous ceux qui ont eu la chance, je dirais, d'aller là-bas, s'étonnent toujours de ce paradoxe. Pourquoi sommes-nous attirés par ces terres-là? Je crois qu'il y a beaucoup de la beauté, je crois qu'il y a beaucoup de l'immensité, de la confrontation avec les éléments extrêmes. Je vous assure que c'est quelque chose de tenace. Ce qui est saisissant aussi dans ce documentaire, c'est cette proximité que vous avez avec les animaux. C'est une terre désertée où la paix sauvage règne, c'est assez rare pour le souligner, hein. Ben oui, je crois que l'Antarctique est le seul endroit qui n'a pas été colonisé par l'homme. Découvert très tardivement, 1819. Les animaux, du coup, ont une familiarité qui est à peu près unique au monde, peut-être à part aux Galapagos, je crois. Mais c'est sûr que cette proximité avec le monde animal, ces animaux qui n'ont pas peur de vous, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui me procure un bien-être extrême, finalement. Ouais, vous y rencontrez des manchots empereurs, des manchots papous, des léopards des mers aussi que vous voyez pour la première fois. J'imagine que c'était un émerveillement pour vous, hein. Oui, c'est pas la première fois que je voyais un léopard de mer, mais c'est la première fois que je voyais un bébé léopard de mer. Alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai que moi c'est un animal qui fait partie de mon imaginaire, de mon panthéon dans la faune antarctique. Et là, c'est vrai que voir par hasard cet animal au milieu de nulle part, vraiment perdu, très très loin, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Plaisir simple, on va dire. Oui, on s'émerveille et pourtant ces régions polaires sont menacées. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont troublé entre votre expédition au pôle Sud en 1991 et celle que vous avez effectuée pour réaliser ce documentaire? Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas voyager sans avoir en tête tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, l'alerte climatique. J'ai fait un film sur Claude Lorius, la glace ciel, grand glaciologue français, qui nous a alerté sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a déjà 30 ou 40 ans. Donc on se dit comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire changer les choses. Moi, je fais cette fois-ci le pari de l'émerveillement, après avoir documenté la vie de ce scientifique. Je crois qu'il faut arriver à trouver la corde sensible pour faire que finalement ces grandes questions qui ne concernent que l'humanité, au fond, puissent être résolues du mieux possible. Alors c'est votre voix qui nous accompagne tout au long de cette aventure. C'est un film aussi en noir et blanc. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Pour aller dans cette esthétique incroyable de l'Antarctique, à mon sens sublimée par le noir et blanc, pour aller dans un temps un peu différent aussi, puisque quand vous êtes là-bas, vous rentrez dans un monde qui n'est pas tout à fait le monde moderne qu'on peut connaître dans nos pays. Je pense que c'était aussi une façon de dire aux spectateurs, regardez peut-être en dehors de la surface des choses, on est aujourd'hui submergé d'images. Je pense que ce noir et blanc nous permet de rentrer dans une émotion, dans une splendeur qui dépasse, je crois, ce qu'on pourrait connaître par ailleurs. Luc Jacquet, dernière question. Chaque aventure est unique. Que retiendrez-vous de celle-ci? Un immense plaisir dans la fabrication de ce film. Je crois que je suis parti avec des gens très talentueux et surtout très motivés pour trouver une nouvelle forme, en tout cas une forme singulière, originale pour cette narration-là. Moi, je me nourris des talents qui travaillent autour de moi, que j'ai le plaisir de rencontrer. C'était vraiment une aventure formidable. Voyage au pôle Sud est donc à découvrir dès ce mercredi en salle. Merci Luc Jacquet de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Un immense merci, bonne soirée.
En basket, la Roca Team reçoit demain soir le Panathinaikos en Euroleague face à Mathias Le Sort, un ancien de la maison rouge et blanche. Les joueurs de Sacha Obradovic veulent rebondir à Gaston Médecin. Ils restent sur un revers face au club turc de Fenerbahçe. Et dans cette saison ultra serrée, chaque match à domicile est important pour s'assurer une place dans le top 6 du classement, place à qualification directe pour la suite de la compétition. Yacouba Ouattara, Sacha Obradovic et Mike James sont au micro de Yannick de Bever. Il les a rencontrés à l'issue de l'entraînement. Il y a un peu plus de pression. Le niveau il est plus encore élevé que l'année passée. En plus, il y a la question du tournoi à la fin là, qui rajoute une problématique supplémentaire. Nous, notre objectif, c'est vraiment de finir dans les 4 premiers. Et on sait à quel point c'est difficile et à quel point chaque match compte. Donc elle est là la pression à arriver à répondre présent à chaque match. Apart, Mike producing good, we should find other role players, like even more, like involved, like this is, like the conclusion even from the previous game. We cannot rely on just on Mike's best performance. This is what we talk about. Let's see how this, there has to work, much better on this, especially because players like Mike and Ellie, they have a special attention. Like the people are playing very aggressive, and we have to use this as a weapon. They've been playing better. They started out kind of slow, I think. I think they had some injuries, and I think Dino getting back to shape, and obviously Costa's playing well. So, and getting Kendrick Nunn in probably helped. So, I think they're starting to rise to form and how they want to play. So, obviously, we've been playing pretty good all year. So, just expect a pretty good game, and hopefully we can win. Et Monaco-Panathinaikos, c'est ce mercredi à 19 h à la salle Gaston Médecin. On vient d'entendre Mike James sur cette rencontre. Il était également à l'affiche d'une tombola organisée par et au profit de Fightheads Monaco. Cette photo grand format de Manuel Vitali est dédicacée par le joueur de la Roca Team, figuré parmi les lots. Le tirage au sort pour désigner le grand gagnant a eu lieu hier. Il sera récompensé demain lors du match. Sachez qu'une autre photo grand format de Jordan Lloyd, cette fois-ci, et également dédicacée, sera également proposée à la prochaine tombola de Fightheads Monaco. Là encore, les fonds récoltés serviront à soutenir les actions de l'association présidée par la princesse Stéphanie et qui lutte contre le VIH-Sida. En football, le virage de la mi-saison approche pour l'AS Monaco. Les Monégasques se déplacent à Toulouse mercredi pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Un match qu'il faut absolument gagner pour conserver sa place sur le podium, d'autant plus que la rencontre perdue face à Lyon vendredi dernier a laissé un goût amer à Adi Hutter et ses hommes. Je vous propose d'écouter des extraits de la conférence de presse d'avant-match. I think we are guilty that we are in this situation because we were really unsatisfied after the game against Lyon. For me, it's an unnecessary defeat because when you see the whole game, the entire game, I think we deserve to win this game. And this makes me a little bit angry because we could be on the second place. Because for me, we deserved only two defeats. It was in Paris and in Lille. But the defeats against Nice and Lyon at home, it was really, really hard for us. But we are guilty for that because we had many chances to score and we didn't do it. So, but this is the last game, a very important game for us in Toulouse. So we have to do everything to win this last game in this first half season. Of course, the frustration was big after the game against Lyon. Yeah. Football is fast, and tomorrow we have the next game, and then there's no time to be frustrated. Dans le reste de l'actualité, en bref, les Suricates de Monac poursuivent leur préparation pour le rallye Aïcha des Gazelles, dont le départ sera donné à Monaco le 13 avril 2024. Cette aventure d'orientation a également une vocation humanitaire. L'équipage, composé de Céline Cotalorda et Sylvie Bertrand, a annoncé dernièrement soutenir la Fondation Panzi et s'engager aux côtés de l'AMAD dans un programme de protection de jeunes filles victimes d'abus sexuels, un programme baptisé Save a Girl. Dans un tout autre domaine, le documentaire René III par lui-même, réalisé par Yann Anthony Noguès, était projeté pour la dernière fois
hier au Théâtre des Variétés. Ce film dresse un portrait à la fois politique et intime de celui qui régna pendant plus de 55 ans en principauté. Si vous avez manqué sa projection, sachez que Monaco Info diffusera Régnier III par lui-même le lundi 25 décembre à 21 h. Yann-Anthony Noguès sera d'ailleurs l'invité du JT ce soir-là. La danseuse étoile, chanteuse, comédienne, productrice et maintenant auteure, Lorena Barricalla, était en séance de dédicace en début de semaine en principauté. L'artiste monégasque présentait le premier livre de sa trilogie Origins The Answer. Yannick de Bever et Lionel Bernardi vous dévoilent ce grand projet entre littérature et cinéma. C'est un thème qui nous intrigue tous, l'origine de la vie sur Terre. À la tête de sa société de production Promo Art Monte Carlo, la danseuse étoile Lorena Barricalla a décidé d'exploiter ce sujet sous différentes formes. Un spectacle musical d'abord qui a mené à l'écriture d'une trilogie. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'y me suis retrouvée finalement un jour, ayant réuni toutes les informations pour la création du spectacle. J'avais tellement d'idées en tête que je me suis réveillée, je me suis dit mais il faut que je mette ça dans un livre, dans une grande trilogie. J'ai commencé à écrire, ça m'a pris quelques années, 5000 pages de recherche, donc ça n'a pas été une mince affaire parce que c'est une œuvre qui réunit vraiment beaucoup d'éléments, mais ça m'a passionnée et j'espère que ça passionnera aussi les lecteurs. C'est à la librairie Alphabet que Lorena et son équipe ont décidé de faire cette séance de dédicace, une aubaine pour l'enseigne monégasque qui en accueille souvent. C'est plutôt régulier, on en a 2 à 3 fois par mois, on va dire, mais c'est vrai qu'une personne aussi connue que Madame Barricalla, c'est assez rare, donc ça fait toujours plaisir qu'elle vienne au magasin pour nous présenter ses bouquins. L'objectif final de ce projet Origins est d'arriver à une trilogie au cinéma. Pour cela, Weta, la société de production du Seigneur des Anneaux et Avatar, s'est déjà montrée très intéressée et Ennio Morricone a même donné son accord pour la bande originale. Un projet ambitieux à suivre. Place à vos prévisions météo à présent. Bonsoir Vanessa Dessy. Quel temps fera-t-il ce mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le temps risque de se couvrir durant la journée. Les températures oscilleront de 11 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 16h57 et nous fêterons les Théophiles. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme ce JT avec les élèves de CM2 du cours Saint-Maur qui ont tous les outils en main désormais pour percer le mystère du corail rouge. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Et puis, l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Passez une excellente soirée et à demain, même lieu, même heure pour une nouvelle édition.